Bonjour Evelyne, bienvenue pour cette exploration d'un ouvrage vraiment clé pour le secteur de la petite enfance. On va parler du livre Maladies, troubles et handicap de l'enfant. Il est écrit par Patricia Rouillère et publié par Adonis Éducation. C'est un support pensé spécifiquement pour préparer une épreuve du CAP AEPE, le CAP accompagnant éducatif petite enfance, l'épreuve E1 pour être précis. Notre mission aujourd'hui, Evelyne, extraire le cœur de ce guide, ce qu'il faut vraiment retenir pour les pros sur le terrain. Oui, bonjour. C'est exactement ça. Ce livre, c'est un peu une boussole pour les futurs professionnels. Il les aide à mieux comprendre et surtout à mieux réagir face aux différents soucis de santé des tout-petits. Ça va des petits bobos, on va dire, jusqu'aux situations plus complexes comme le handicap. Parfait. Alors, commençons par le début, la gestion d'un enfant malade en collectivité. Le guide met beaucoup l'accent sur l'observation, n'est-ce pas, Ève? Savoir repérer des signes. Tout à fait. Des signes comme l'apathie, une irritabilité qui sort de l'ordinaire ou des difficultés à respirer. Parfois, c'est plus parlant qu'un chiffre sur un thermomètre, au début en tout cas. Et ça nous amène directement à la question de l'éviction. Quand est-ce qu'un enfant doit rester à la maison? Bah oui, pour protéger les autres enfants. Le livre donne des exemples précis, comme l'angine à streptocoque ou la coqueluche. Mais le point essentiel, vraiment, c'est que la décision d'écarter l'enfant de la collectivité et aussi celle de son retour, ça relève du médecin, pas du professionnel. D'accord. Le guide parle aussi de la fièvre, l'hyperthermie donc. Quand ça dépasse 38 degrés Celsius, il rappelle bien que c'est qu'une réaction normale du corps qui se défend. Oui, c'est important de le dédramatiser un peu. Et il y a des conseils très pratiques. Par exemple, la prise de température sous le bras, qui est fréquente en crèche, en EAJ. Le livre explique même pourquoi on ajoute 0,5 degrés. Ah oui, c'est juste pour avoir une estimation plus proche de la température centrale du corps. C'est une petite correction habituelle. Voilà. Et puis les gestes simples, bien faire boire l'enfant, le découvrir un peu, le laisser au calme et, bien sûr, surveiller comment ça évolue. Et un point très important à aborder, c'est l'administration des médicaments. Là, le guide met en avant le PAI. Le projet d'accueil individualisé. Exactement. C'est l'outil indispensable, surtout pour les enfants qui ont des allergies ou des maladies chroniques. Ça permet de cadrer les choses, d'avoir des consignes claires et écrites. Le livre insiste. Si donner un médicament, même si ça paraît simple, c'est un acte qui est très encadré par la loi. Il faut absolument une ordonnance valide, vérifier le nom, la dose, les dates, comment le conserver. C'est une vraie responsabilité. Bien noté. Ensuite, le livre fait un tour d'horizon des maladies courantes et des troubles fréquents chez les jeunes enfants. Oui, il y a un chapitre qui les classe un peu en aigus, chroniques, les maladies ORL, celles avec des boutons comme la varicelle, ou sans comme les oreillons. Il y a aussi les parasites comme les poux, un grand classique. Il donne des exemples concrets pour qu'on comprenne bien. La bronchiolite, par exemple. On voit mieux ce que c'est, cette inflammation des petites branches, et pourquoi on parle souvent de kiné respiratoire. C'est ça. Et ce panorama, il rappelle aussi indirectement l'importance capitale de l'hygiène. On pense à la gastro-entérite, par exemple, pour limiter la propagation. Il fait aussi le lien avec la vaccination, qui est abordée dans un autre chapitre, comme un moyen de prévention essentiel pour pas mal de ces maladies. Le guide n'oublie pas non plus les petits soucis du quotidien qui peuvent pas mal inquiéter les parents et les pros. Les troubles du sommeil, comme les terreurs nocturnes ou les cauchemars. Ou les problèmes liés à l'alimentation, le reflux, les coliques du nourrisson, ou encore les allergies alimentaires qui sont de plus en plus fréquentes. Œufs, arachides, lait de vache sont souvent cités. Et là, le message du livre, pour le professionnel, c'est vraiment l'importance de l'accompagnement et de la communication. Face à un bébé qui a des coliques, par exemple, il faut pouvoir rassurer l'enfant, bien sûr, mais aussi les parents qui sont souvent désemparés. Pareil pour un enfant qui refuse de manger, il faut essayer de comprendre, observer finement et surtout en parler avec la famille. C'est un travail d'équipe en fait. On passe à un chapitre important, l'enfant en situation de handicap. Le guide s'appuie sur la loi de 2005. Oui, une loi fondamentale qui a changé la perspective. On ne parle plus seulement de déficience, mais de comment une condition limite l'activité ou la participation à la vie sociale. Le livre aborde différents types de handicap. Mental, comme la trisomie 21, sensoriel, auditif, visuel, moteur, comme l'infirmité motrice cérébrale, ou des maladies dégénératives, comme la myopathie. Il mentionne aussi les TSA, les troubles du spectre autistique. Et comment ça se passe concrètement pour la reconnaissance, l'accompagnement?
Alors, le guide explique que ça passe souvent par la MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées. C'est elle qui évalue les besoins. Ensuite, il y a tout un parcours qui peut se mettre en place. Pour la scolarité, par exemple, on parle de PPS, le projet personnalisé de scolarisation, souvent avec l'aide à un AVS ou AESH, et l'accueil peut se faire dans plein de lieux différents. À domicile, en crèche classique, EAJE, en CSAD, KMSP, CMPP, IEM, le livre liste un peu toutes ces structures. Et du coup, en tant que professionnel de la petite enfance, quelle est la bonne posture face au handicap? Le maître mot, et le guide insiste beaucoup dessus, c'est l'inclusion. La posture professionnelle, c'est d'abord beaucoup de patience, une observation fine et objective, attention, on n'est pas là pour poser un diagnostic, hein. Et puis c'est la collaboration. Travailler main dans la main avec la famille qui connaît le mieux son enfant et avec tous les spécialistes qui peuvent intervenir. Kinés, psychomotriciens, ergothérapeutes, orthophonistes, la liste est longue et dépend des besoins de l'enfant. Terminons par un point de prévention, absolument vital, le syndrome du bébé secoué. Le dernier chapitre en parle. Oui, et c'est crucial d'en parler. Le guide explique bien le mécanisme. Un nourrisson a une tête proportionnellement lourde et des muscles du cou très faibles. Le secouer, même brièvement mais violemment, ça peut causer des lésions cérébrales terribles. Les conséquences peuvent être dramatiques. Séquelles neurologiques à vie, perte de la vue, coma et malheureusement parfois le décès. Tout à fait. Et face à ça, la source donne des conseils très concrets, notamment sur comment gérer les pleurs incessants d'un bébé qui peuvent vraiment pousser à bout. Le message, c'est d'abord d'informer sur ce danger absolu qu'est le secouement, et ensuite de proposer des stratégies. Si on sent qu'on perd patience, qu'on est dépassé, il vaut mieux, 1000 fois mieux, poser le bébé en sécurité dans son lit et s'éloigner quelques instants pour respirer, retrouver son calme, plutôt que de commettre l'irréparable, la sécurité de l'enfant avant tout. Bon, pour résumer, ce guide Maladie, troubles et handicap de l'enfant, c'est clairement une ressource très riche, très pratique, indispensable pour ceux qui préparent le CAP AEPE ou qui travaillent déjà avec les tout-petits. Oui, absolument. Et il faut savoir que ce livre s'inscrit dans une collection plus large, proposée par Adonis Éducation. Il couvre pas mal de formations dans le secteur sanitaire et social. D'ailleurs, Adonis propose des formations complètes pour le CAP AEPE, que ce soit en école ou à distance. L'éditeur mentionne dans le livre que ces formations peuvent comprendre les supports de cours comme celui-ci, des devoirs corrigés, un suivi par des professeurs, des cours en visio, des forums d'échange. Apparemment, c'est accessible dès 69 € par mois. D'accord. Donc, ce livre est un des outils fournis dans le cadre de leur formation complète. Mais on peut aussi se le procurer seul, si on le souhaite. Il est disponible sur des sites comme lalib.fr, par exemple. C'est ça. Et peut-être pour conclure, une petite réflexion. Au-delà de connaître les maladies, les protocoles, tout ça, comment est-ce que cette compréhension plus fine des défis de santé de chaque enfant peut vraiment changer notre regard au quotidien ? Quelles petites adaptations, peut-être même inconscientes au début, ça peut inspirer dans notre façon d'accompagner chaque enfant pour que ce soit vraiment ajusté à lui, à ses besoins spécifiques ? Voilà, une question à méditer.